Richard, we need to be a little less solicitous and a little more righteous with these ass jacks. I mean, it's just hair, so grow back, it's fine. What'd you say? They're just hairs, so grow back. They're just hair. Hey! Why doesn't this shit make you as angry as it makes me? I am angry. You could have fooled me. You're angry. Of course I am. I don't know if angry is even a big enough word for how I feel. Come on. Stop being such a doormat. Stop trying to be their best friend. You know, they're making fun of you out there. You know what they're calling you? I know that! I know what it means when he says cop to cop. He doesn't mean cop to cop. He thinks I'm... Do you? The Pillsbury Could have fooled me. I Doughboy. thought you guys were gonna get engaged. Hey, Richard, you go for a cookie right now? I'm gonna chop off your hands and shove them up your ass. Try eating a cookie then, fucker. Why'd you want to represent me and be my lawyer? Hey, you look like you needed some help. You look like you might have needed money from a book deal. Well, let me ask you, why'd you pick me? There's a lot of lawyers in the phone book. What'd you pick me for? I picked you because you're the only one at the U.S. Small Business Admin Bureau who didn't treat me like a 5-year-old, call me bag of snacks and blimp, Michelin Man and Pillsbury Doughboy. You're the only one who treated me like a human being. And now you're just yelling at me, telling me to be somebody that I'm not. I don't know how to be that guy. You're that guy. I'm me. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 26. Cette semaine, émission Chasse à l'homme, droiture et décence. L'autoritarisme est à la mode sous toutes ses formes et l'on ne peut pas passer sa vie à dormir, comme ces rats qui quittent un jour le navire, mais on pourrait changer de navire pour ne plus avoir à dormir. On pourrait prendre un peu d'altitude pour briser les liens de la solitude. Eh oui, vous êtes bien en attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, nous parlerons du nouveau long métrage de notre Clint Eastwood d'amour, le cas Richard Jewell. Et après, nous parlerons du nouveau long métrage de Alejandro Amenábar, Lettre à Franco, titre français un peu ridicule de Mientras dure la guerra. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a maîtresse Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. Il y a la mise en scène de cette émission, bien évidemment, il y a Gal. Bonsoir Gal, qui vous fait des signes de bienvenue. Et nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission, normalement, Simon l'Ancien, dit Danielou. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais bon, il va arriver un peu tard, car il a l'idée saugrenue de surveiller des élèves qui passent des examens. Car ça arrive. Quelle idée saugrenue. Quelle idée saugrenue, effectivement. Avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas ce soir à Cinémaniacs à 20h15, 20h30 sur le campus de Rennes 1. Donc ce sera 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, film de 1968 qui vous sera proposé en 35 mm. Voilà, ouais, c'est pas mal. À voir en salle, c'est toujours bien de toute façon 2001. Oui. À voir tout court. Hein. Oui. Demain, au tambour, soirée Quand on tire, on raconte pas sa vie, avec à 18h Fille et gangster de Shuei Imamura de 1961 et à 20h30 Bonnie and Clyde de Arthur Penn, film manifeste du Nouvel Hollywood de 1967. Pas mal, effectivement. Beau programme. Ouais. Beau programme. Demain, dans les sorties nationales, bon, on va pas se le cacher, il n'y a pas grand chose à se foutre sous la paluche. Hein. Il y a le nouveau long métrage des studios Pixar, En avant, qui n'est pas un film sur l'en avant de Guingamp, hein, vous l'avez compris, mais sur des gens qui font de la magie, qui recherchent leur père qui est mort, tout ça. Une histoire encore joyeuse, quoi.
Sinon, dans la catégorie des biopics, il y a De Gaulle avec notre ami Lambert Wilson, voilà, qui joue donc, Alors lui, là. qui joue donc le général de Gaulle pendant la débâcle et avant l'appel du 18 juin. Ah bah son film sort pile poil au bon moment. Pile poil au bon moment. Alors, d'après un copain qui avait relu le scénario à l'époque où il était en production, apparemment c'est un peu hagiographique quand même. Oui. Parce que ça a l'air d'être quand même un peu, oui. C'est réalisé par Naissance d'un Je sais destin. plus. Ouais, voilà, Naissance c'est d'un ça. destin, quoi. Je pense que ça pourrait être le sous-titre du film. Si les hommes font Il est l'histoire. resté dans l'époque, en tout cas, Lambert. Hein. Ah oui. Si certains hommes font l'histoire, c'est aussi l'histoire qui fait les hommes. C'est la bande-annonce, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ah bah oui. Hein, ça me fait penser à ce personnage dans Mystery Men qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Mystery ou un truc comme ça, et que tout le monde adore juste parce qu'en fait il sort des phrases et il dit le contraire après, en fait, et ça a l'air vachement savant en fait. On l'appelle aussi Jean-Luc Godard. Hein, tu sais, sinon, dans la catégorie film pour vieux, il y a le Sphinx, comme ça qu'il s'appelle. Le Sphinx. Voilà, le Sphinx. C'est Papy Sitter avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Donc ils jouent deux grands-pères assez différents parce que Gérard Lanvin c'est un ancien gendarme et Olivier Marchal c'est un peu un loupard et tous les deux vont devoir s'occuper de leur petite fille qui révise leur bac. Mais quel choix de casting original audacieux. Et pertinent. Audacieux, pertinent, voilà. Voilà. Donc une nouvelle page de la comédie française qui est dans ce sous-genre de la vieux-exploitation et deux conflits de génération. Il y a les Trolls 2 aussi qui sort, j'ai vu la bande-annonce à multiples reprises en allant au Gaumont, ça a l'air bien naze. Ah oui, j'ai oublié ça. Oui. Sinon, il y a un long métrage qui intéressera Carla parce qu'elle en est une, c'est Woman. Un documentaire sur les femmes. Women, quoi. Oui, Women. Attention à ce que tu dis, hein. Attention à ce que Women. Réalisé par je ne sais plus qui d'ailleurs. À part que j'ai vu la bande-annonce. Non, mais c'est Yana sur Bertrand, ça a l'air horrible. Ah oui, à part que j'ai vu la bande-annonce à peu près 250 fois. Au Gaumont, j'en peux plus, quoi. C'est une fiction, un documentaire Un documentaire des femmes. Oui, que les femmes, c'est bien, je pense. Les femmes, il y en a des biens. À mon avis, ça va être des portraits de faces de femmes avec des pianos. Voilà, et puis de temps en temps, des portraits genre de femmes dans leur lieu de travail ou dans leur lieu d'habitat. Sponsorisé par Parce qu'il y a Artus Bertrand. L'Oréal, Yves Rocher, Garnier, normal, quoi. Voilà, n'oublions pas un petit peu de Total pour payer le prix de l'essence de l'hélicoptère. Voilà. Rappelons-nous, j'ai un souvenir ému du générique de début de Home, son film sur la planète, belle planète. C'est un bon copain de Sarkozy, lui, je crois. Voilà. Le générique est le truc le plus dégueulasse. Il est copain avec tous les gens qu'il faut, Artus Bertrand. Et il a raison, c'est comme ça que ça marche. C'est bien. Voilà, ça l'énonce, attention, c'est pas. Et sinon, par contre, il y a un film qui pourrait peut-être nous intéresser, mais qui je ne sais pas encore s'il passe à Rennes. C'est Et si c'était l'amour, nouveau long métrage de Patrick Chia, dont on avait déjà parlé dans cette émission, et même que Thibault l'avait interviewé. Oui. Au Festival Travelling il y a 1 ou 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, cinéaste très intéressant. Donc voilà, mais je ne sais pas si ça passera à Rennes. Et extrêmement reconnu. Il y a des chances que non. De toute façon, la semaine prochaine, nous parlerons du nouveau métrage à mon avis, de Todd Haynes, donc Dark Waters, avec Mark Ruffalo, qui est sorti la semaine dernière, et du long métrage de David Perrault, aussi sorti la semaine dernière, un western français, L'État sauvage, qui est plutôt chouette. Je vous l'annonce, si vous aimez les giallo, bien évidemment. Nous allons passer à la section critique de cette. Western, si vous aimez les westerns. Oui, mais les giallo aussi. Ah, d'accord. Oui. Regardez comment il se rattrape. Regardez comment il fait un double axel. Et il retombe sur ses patins. C'était tout à fait volontaire parce qu'il y a un côté très giallesque dans le film, pas dans les photos et surtout dans la musique. Et oui, mon cher. Mais tout ça est prévu. Tout cela avait du sens. Évidemment. Tout a du sens dans cette émission, comme dans le dernier film de Clint Eastwood, dont nous allons parler dès à présent. En faisant avant une petite pause musicale avec Kenny Rogers. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab et c'était Kenny Rogers avec The Gambler que l'on peut entendre donc notamment dans le nouveau long métrage de notre Clint Eastwood d'amour, le cas Richard Jewell. Juste Richard Jewell dans la langue de Clint Eastwood. Oui, ce qui est stupide d'ailleurs comme titre parce que normalement ça devrait s'appeler plutôt l'affaire Richard Jewell étant donné qu'il y a... Parce que K, on dirait que ça s'appelle The Case quoi, comme en anglais. Enfin, c'est très bizarre cette traduction qui traduit pas du tout le titre original mais qui fait comme une mauvaise traduction en français d'un titre anglais du film. C'est très français finalement tout ça. C'est très bizarre. Et donc le cas Richard Jewell, de quoi que ça cause? Eh bien
bien, c'est based on a true story, hein, comme beaucoup des derniers films de Clint Eastwood. Comme tous les films dont on va parler cette semaine et la semaine prochaine. Exactement. Donc, qui prend cadre à Atlanta pendant la préparation, enfin le début des Jeux Olympiques donc de Atlanta en 96, comme je disais, où un agent de sécurité, donc Richard Jewell, incarné par Paul Walter Hauser, qui veut absolument être dans les forces de l'ordre. Il a été flic, il a été révoqué, il a été député, il a été révoqué aussi, il a été gardien dans un campus, tout ça machin. À chaque fois, ça s'est un peu mal passé parce qu'il a été viré pour excès de zèle, on va dire, un véritable true American patriot. Et donc là, il est agent de sécurité et il est notamment dévoué là, en l'occurrence, au concert au Centennial Park, qui va lancer un petit peu les festivités à Atlanta, où donc il y a notamment un concert de Kenny Rogers, et le deuxième soir lors de ce concert il y a un attentat à la bombe qui a lieu et qui est plus ou moins déjoué, en tout cas dont les dégâts sont largement limités par l'intervention de Richard Jewell, ce qui fait qu'il y aura que 2 morts et une centaine de blessés au lieu d'à peu près 100 morts prévus, quoi. Et donc évidemment du jour au lendemain, Richard Jewell devient un héros des médias, qui en fait le héros ordinaire, le héros américain, l'homme qui pense avant tout à sa patrie, à ses compatriotes. Et donc très vite il est porté au nu, mais aussi très vite les soupçons de nos amis du FBI se portent sur lui, avec l'aide d'une journaliste incarnée par Olivia Wilde, qui est, on dirait, légèrement arriviste et qui a les dents un peu longues, qui raye le parquet. Et donc avec John Hamm, qui est l'agent du FBI principal, ils vont décider plus ou moins d'en faire finalement peut-être le poseur de bombes, et si c'était lui le coupable. Et là donc patatras, le héros d'un jour devient l'homme à abattre le lendemain. Et donc il décide d'engager un avocat qu'il avait connu une dizaine d'années auparavant, incarné par Sam Rockwell. Et donc autour de ce fil très Clint Eastwoodien, finalement assez classique, des figures qui retravaillent depuis quelques films, notamment dans Sully ou dans Le 15h17 pour Paris, sur la question du héros ordinaire, du héros américain qui sera a priori typique, et dont évidemment tout va partir en succès. Donc le film que Clint a quand même enchaîné assez vite avec sa réalisation précédente qui s'appelait La Mule, qui je rappelle est un chef-d'œuvre et qui est énormément émouvant, qui est très triste, qui est très beau et qui moi mais qui traitait aussi un peu de la même manière un cas d'un personnage très ordinaire qui finalement se retrouve un peu au centre d'un truc qui le dépasse, quoi. Exactement. Et donc autour de cette table, nous rappelons que nous sommes tous quand même des Eastwoodiens assez convaincus. Depuis les 12 années que dure cette émission, nous avons défendu à peu près même tous les films de Clint Eastwood, y compris quand c'était quand même assez moyen, mais c'était bien quand même, comme Au-delà ou bien J. Edgar. C'est pas du tout parce que nous sommes autoristes, c'est juste que Clint fait des films mieux que les autres, tout simplement. Exactement. Et donc cette nouvelle fournée, Dr. Erwan. C'est moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Toujours là, l'efficacité narrative, typique des films d'Eastwood, avec justement, on en parlait tout à l'heure, une mise en place, moi j'ai trouvé un peu surprenante, parce qu'on aurait pu s'attendre à avoir plutôt une histoire qui commence par l'attentat avec des flashbacks après qui expliquent les relations entre les personnages, et au contraire, toutes les relations avec les personnages sont en fait exposées en fait de manière très claire. Non seulement les relations de Richard Jewell avec son futur avocat, mais aussi les relations entre la journaliste et le policier du FBI. Toutes ces relations là sont exposées, enfin vraiment étalées comme un jeu de cartes en fait dès le départ. Et à partir du moment où l'attentat arrive, le jeu de cartes va être battu. Et là c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de nous expliquer des choses sur les personnages. En fait, toutes les actions des personnages sont totalement compréhensibles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il crée pas un suspense autour du personnage, mais enfin sur le personnage, je veux dire, on n'a pas de doute, comme tu disais tout à l'heure. On sait très bien qu'il est innocent et que c'est pas lui parce que il a mis en place toute cette écriture au début du film qui permet en fait de pas se faire de mauvaises idées, mais en fait le suspense vient de tout ce qu'il y a autour du personnage et de comment est-ce que finalement le sort s'abat. Comment le monde se referme sur lui, en fait, c'est ça. C'est plutôt la dimension kafkaïenne qui intéresse Eastwood, c'est-à-dire comment est-ce qu'un mec qui est en plus, et alors l'ironie de la chose, c'est que c'est un mec qui croit au système. C'est ça le truc, c'est que c'est pas un marginal, le gars. C'est un mec, il y a des choses qui pourraient faire de lui un marginal, et c'est justement pour ça que le FBI va faire de lui un coupable. Ça n'empêche pas le système d'être impitoyable. Voilà, mais c'est impitoyable, encore un film d'Eastwood, rappelons-le. Exactement. Et il y a vraiment cette idée, du personnage lambda, en fait, qui va être complètement broyé par quelque chose qui le dépasse totalement, avec des enjeux qui le dépassent complètement. Et c'est d'autant plus, moi j'ai trouvé le film d'autant mieux qu'il y a quelque chose qui est assez bien dans la manière de voir le film, c'est qu'en fait il y a une espèce d'apathie de la part du personnage que moi j'ai trouvé assez réaliste, parce que quand vous êtes normal, quand vous êtes quelqu'un de normal, de banal, dans votre vie, dans la vie est normale, et qu'il vous arrive un truc comme ça,
C'est exactement ce que disait Michael Mann dans Révélation, quoi. C'est des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Et quand ça vous arrive, vous réagissez pas bien, vous réagissez pas de manière héroïque, vous avez l'air louche, vous avez l'air voilà, vous avez l'air bête, vous êtes maladroit dans la manière dont vous parlez. Et ça, je trouve c'est super. Moi, je trouve c'est super bien montré cette manière. De ce point de vue-là, je trouve que le film est assez réaliste en fait, et surtout le jeu des acteurs, je trouve qu'ils sont extrêmement bien dirigés. Dans un naturalisme, de toute façon, chez Clint. Alors, il vient de nous rejoindre, c'est le plus eastwoodien d'entre nous. C'est Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Ça va ? Merci de m'accueillir. Oui, ça va très bien. Je suis passionné par ce que vous dites. Je l'écoute attentivement. Mais de toute façon, quand nous parlons de Clint Eastwood, mon cher, vous êtes toujours le bienvenu. Hein. Alors donc, cette nouvelle fournée du Clint 2020. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je sais pas s'il faut toujours chercher des filiations, mais je trouve qu'on pourrait peut-être évoquer Capra à propos de ce personnage qui croit en fait en certaines valeurs liées à l'Amérique. Sauf que là, c'est pas qu'il va chercher à les défendre, c'est qu'elles vont se retourner contre lui, en réalité parce qu'elles ont été travesties ou mal employées par ceux qui sont censés les servir, ces valeurs-là. Et c'est effectivement tout l'enjeu, je pense, du récit qui fonctionne très bien à ce niveau-là et qui fait qu'il y a une empathie évidente pour un personnage qui, au demeurant, a plutôt des défauts, qui est pas très sympathique, un vrai républicain, un petit chef, qui aime les armes, un petit chef, qui dès qu'il a un petit peu de pouvoir, en joue pas forcément que pour la bonne cause, mais c'est plus sa maladresse en fait qui fait que par moment il a des comportements qui peuvent être discutés. Mais ce qui est bien, c'est aussi ce que j'ai assez aimé, c'est qu'il est montré comme un personnage un peu comment dire, pas simple d'esprit, mais on sent un peu limité sur le plan intellectuel. Alors ça, c'est pour certaines scènes du film. Et puis par ailleurs, et ça j'ai bien aimé ça, c'est qu'en fait c'est un personnage qui a un sens de l'observation hyper développé. Ce qui lui permet effectivement d'empêcher l'attentat, mais en fait d'une manière générale, en fait il y a plein de choses qu'il capte super vite. Et moi je trouve que c'est bien parce que c'est un personnage que tout le monde prend pour un con. Et toi, tu sais que derrière cette apparente simplicité d'esprit, t'as quelqu'un qui... Oui, parce qu'il est passionné aussi par ce qui se met en jeu autour de lui et la manière dont il saisit l'occasion de finalement s'inscrire dans ce qui le passionne, c'est-à-dire tous ces... les forces de l'ordre, quoi. Voilà. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs du discours sans spoiler de l'interrogatoire final, en fait, où il met à mal, en fait, en gros, toutes les directives du FBI et la manière dont le FBI veut le coincer. En fait, il les met à mal de manière très très simple. Mais il rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle le droit. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est lié avec cette capacité d'observation. Et il observait, lui, ce qu'il avait. Et c'est lié, bien entendu, avec la passion qu'il a pour les forces de l'ordre, on va dire ça comme ça. Et en fait, il se rend compte que voilà, il va remettre la machine dans l'endroit par rapport à ce niveau-là. Après, je voulais revenir un petit peu sur alors, pas poser quelques bémols, mais autour de la film. On a le droit, Thibaut, on a le droit. Alors, le film est très... Excuse-moi, est-ce que avant que tu partes sur les bémols, je peux juste rebondir parce que après j'ai peur qu'on parte sur un autre sujet. Vous avez parlé de son attention, le fait qu'il est attentif aux choses qu'il regarde, et justement la scène que tu évoques face au FBI vers la fin, elle en passe aussi par le regard, mais non pas sur le regard analytique qui va porter sur les choses, mais le fait qu'il ose enfin les regarder en face. Il y a cette bascule. Le regard se lève. Il ose pas parce qu'il est déférent face à l'ordre et non pas à ce qu'ils sont réellement, c'est la force de l'ordre, et c'est ça qui est plus problématique. Il va enfin lever les yeux, enfin les regarder en face, et leur dire, mais au fait, il faudrait peut-être un dossier un peu plus concret quand même. Pour se présenter comme leur égal. C'est pas très sérieux, les gars. Ouais. Mais du coup, dans la filmographie de Clint Eastwood, autour de la fabrique du héros, il me semble que ce film-là s'inscrit un petit peu dans un registre un poil mineur, parce que Eastwood a pondu 2 chefs-d'œuvre, 2 films immenses par rapport à ça, qui sont Mémoire de nos pères et American Sniper. Et ici, on est plus dans la veine de Sully. Alors, bien entendu, la réflexion est toujours très très intéressante, ou comment, en gros, c'est l'esprit libertarien de Clint, comment une institution est complètement dévoyée par excès de zèle, excès de corruption intellectuelle, corruption morale. Un signe libertarien qui est repéré avec le poster derrière l'avocat dans son bureau. Il a un poster avec écrit « J'ai plus peur de mon gouvernement que du terrorisme ». Et du coup, le film s'inscrit un petit peu dans cette logique mineure. Et il me semble qu'il y a un élément en fait qui fait que c'est un film qui reste néanmoins mineur. Alors bien entendu le casting est mortel, les acteurs sont complètement mortels. On reviendra peut-être sur les intérieurs où la photographie est très bien menée, mais il semble que la réflexion n'est pas hyper poussée par rapport à Mémoire de nos pères sur la fabrique du héros. Et surtout il y a un truc qui m'a gêné parce que le film est extrêmement bien menu, mais tu sens que Clint
à oser ou à proposer des facilités d'écriture, des facilités de montage avec des espèces de fondus enchaînés qu'on voit un peu de ci, de là. Voilà, un filmage en plan moyen quand même, quelque chose finalement d'assez banal, toujours la même utilisation de la musique. Donc voilà, c'est juste pour poser quelques bémols en termes purement formels qui font que la réflexion sur la fabrique du héros ne peut pas être aussi poussée qu'elle aurait pu l'être, ou du moins tel que Clint a déjà pu le faire. Après voilà, il a vu qu'il a déjà sorti 2 films immenses par rapport à ça, pas besoin d'aller non plus trop loin, mais voilà, les traumas de Richard Jewell ne sont pas les traumas d'American Sniper. Dans l'expérimental sur la fabrique du héros, on va dire que ça donne le 15h17 pour Paris, qui en termes de radicalité formelle, dans un film de Clint Eastwood était assez étrange, quoi, sur tout ce parcours des personnages en Europe. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, j'ai un attachement plus fort pour ces films mineurs, on va dire, sur le même sujet. Sully, Richard Jewell et même 5h17 pour certains aspects. Pas les scènes avec les adultes, mais quand on voit avec les enfants au début. Il les a dirigés comme il va diriger Richard Jewell sur cette Amérique profonde, avec des valeurs qui nous paraissent un peu arriérées, mais qui finalement sont les peu de choses qu'ils ont, et ils reposent là-dessus, le rapport aux armes, à la chasse et tout, qui revient dans les 2 films. Et finalement, je trouve que c'est dans ces films mineurs qui me touchent plus humainement que dans Mémoire de nos pères, American Sniper, qui sont effectivement assez colossaux, mais presque imposants, trop romanesque un peu aussi de l'image qu'il essaye de véhiculer à travers ces films-là. Et dans ce film-ci, c'est le côté naturaliste, je trouve, qui drame social. Oui, voilà, qui prend le dessus. Vous parliez de Ken Loach tout à l'heure, et c'est vrai. Et c'est quelque chose. Il y a des moments, c'est caméra à l'épaule, dans l'intérieur de la maison. Même plan moyen. C'est ce que Ken Loach le dit lui-même. Il dit pour être le plus naturaliste possible et pour respecter le plus son personnage. Alors c'est sa grande qualité comme son plus grand défaut. Voilà, c'est ça. C'est aussi une limite. Voilà, moi je me pose à hauteur d'homme, et la hauteur d'homme c'est quoi? C'est le plan moyen. Après Loach dit ça. Après il tente des trucs. Je trouve quand même. En France, Philippe Faucon par exemple, Fatima a fait exactement la même chose, et ici Clint pour filmer Richard Jewell fait exactement la même chose. Voilà, c'est autant une qualité qu'un défaut en fait. Voilà. Mais après voilà, j'ai beaucoup d'attachement, et il y a de l'émotion encore dans ce film-là, et c'est ça qui est. Je trouve qu'il tente quand même. Je trouve quand même qu'il y a des moments quand même où il tente des choses. Moi, il y a une scène qui m'a assez surpris. Moi, c'est la scène dite de la Macarena. Oui, parce qu'en fait, il y a je voulais y venir quand même. Qui filme une Macarena. Voilà. Et puis donc outre l'absurdité de la rencontre culturelle entre Clint Eastwood et la Macarena, mais qui est une scène à mon avis qui est vachement utile, parce que c'est une scène qui montre les Américains qui dansent. Voilà, qui montre les Américains comme c'est juste après Kenny Rogers, c'est une sorte de quadrille en fait, de quadrille country améliorée. En fait, l'idée c'est du Ford en fait. Ouais, et merci parce que j'allais y venir. Et ça nous montre une illusion en fait. Ça nous montre l'illusion de l'unité du peuple américain. C'est tout bête, c'est ce plan-là. Mais sans cynisme. Et sans cynisme, c'est-à-dire comment les Américains se pensent eux-mêmes dans les moments de fête et dans les moments de crise, tout se casse la gueule. Et en fait, ils montrent le basculement de l'un à l'autre. Et moi, je trouve que toute la scine, notamment la journée qui précède l'attentat, il y a des mouvements de caméra où on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. On a l'impression où tout d'un coup la caméra commence à filmer des trucs, et on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle filme ça? Il y a rien là dans le cadre. Et tu dis il y a quelque chose qui va surgir, et en fait non. Et je trouve qu'il joue sur le désamorçage des effets de suspense en fait qui sont pas appliqués au moment où ils devraient s'appliquer. Je trouve que c'est pas si mal que ça, moi. Cette scène de la Macarena, je trouve qu'elle est assez représentative aussi du film, quoi, du côté très déjà comment c'est filmé avec cette grue comme ça qui part, mais le côté vraiment très cadré, quoi, où finalement je sais pas, tout est... Ça déborde pas. Ça déborde pas, ouais. Et en fait, il faut forcément trouver quelque chose, je sais pas... Une amorce. Voilà. Alors, Simon m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais il parlait de Capra tout à l'heure, et moi, en voyant le film, j'ai quand même vachement pensé à Ford, parce que comme Spielberg dans ses derniers films, il y a quand même un retour à Ford qui est constant, et là, c'est la même chose, ça m'a vraiment fait penser à Ford sur la question du héros, et sur une notion qui est peut-être toute conne, mais dont on manque un peu, c'est la décence. C'est-à-dire, c'est sur la décence de la manière dont on montre les personnages, ceux qui le représentent et ceux qui le font, et le rapport qu'il a avec la réalité et puis la vérité. Il y a une scène notamment où la mère de Richard Jewell, qui est incarnée par Kathy Bates, regarde la première intervention télé de son fils, et les images qu'on voit à la télé, c'est le vrai Richard Jewell. On le voit pas en gros plan, c'est juste un plan, mais où enfin Clint remet le véritable héros au centre de son film. C'est très très court. On le voit que c'est le vrai personnage, et je trouve que ça suffit, et c'est tout le projet du film, de remettre la réalité, de remettre du réel et du concret,
et de la décence dans un projet et dans un parcours de personnage qui a été totalement chamboulé par les médias, par le gouvernement, tout ça. Et moi, j'ai trouvé que c'est une scène extrêmement touchante et qui est très bien vue de la part de Clint. C'est juste une petite touche parce qu'il n'en fait pas des caisses. Il part très vite après sur autre chose. Et ça a été amené d'une telle manière que finalement, Simon parlait d'émotion. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que le film a commencé à partir justement sur le caractère émotionnel. Il faut quand même évoquer cette scène, la scène de crise dans la famille où là, on sent qu'ils n'arrivent plus vraiment à supporter la pression. Et cette scène, on ne peut pas dire d'engueulade, mais plus ou moins quand même de crise avec la mère. Et puis, c'est le tournant définitif où il se rend compte que ça ne peut plus durer. Et il y a quand même c'est à la fois touchant, mais un peu badass quand même. On retrouve le Eastwood, même si ça passe juste par un échange de répliques, mais l'avocat qui lui fait quand même, voilà, ça ne peut plus durer. Et l'autre, il dit, il faut que ça change, quoi. Même s'il a les larmes aux yeux, on sent qu'il se joue quelque chose. Il y a un truc qui moi je trouve bien, enfin moi en tout cas qui a bien fonctionné pour moi aussi, c'est que ça nous montre finalement, je crois pas avoir vraiment vu ça au Cinoche récemment. Ça nous montre en fait l'envers de ce qu'on voit nous dans les journaux télévisés. Vous savez, quand il y a un siège, on voit toujours des maisons vues de l'extérieur. BFM, quoi. Et voilà, de la fois en continu, on voit des maisons en extérieur et en fait, il y a une part de hors-champ en fait dans ces maisons qui font que nous, on ne peut qu'imaginer ce que fait Mohamed Merah, ce que fait comment est-ce qu'ils vivent leurs derniers instants, comment est-ce qu'ils vivent le fait d'être encerclés, etc., et le fait de venir dans la maison, à l'intérieur de cette maison. Et moi, je sais que la deuxième partie du film, pour moi, ça a bien fonctionné parce que je me dis, tiens, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu vis psychologiquement quand tu es entouré de journalistes. Et ça, c'est une façon d'opposer télévision et cinéma, parce qu'il y a un cinéaste qui a fait exactement la même chose, c'est exactement dans les termes que tu emploies, c'est Wakamatsu. Sex Jack. Oui, mais quand il a fait United Red Army, il a dit moi je veux montrer ce qui s'est passé dans la maison de la dernière partie où il y a eu une prise d'otage. Et c'était sa maison en plus qu'il a fait démolir pour le film pour l'occasion, puisque la police l'a assiégé pendant 10 jours. Et ça avait fait 95% de part d'audience au Japon à l'époque, puisqu'ils avaient filmé pendant 10 jours en continu cette maison-là. Mais on restait à l'extérieur, on ne savait pas ce qui se passait. Mais un cinéaste dit moi, je n'ai pas ce point de vue-là. Faut pas... Et il rentre dans la maison. Et c'est marrant. Et là, pour le coup, le point de vue empathique, il est dans ce déplacement justement d'extérieur vers l'intérieur. Mais quelque chose qu'on retrouvait aussi, même si ce n'était pas aussi poussé, mais qu'on retrouvait un peu dans Breaking News aussi, je trouve, de Johnny To. Même si c'était beaucoup plus égalitaire, on va dire, en termes d'extérieur-intérieur, mais ou dans l'après-midi de chien, qui montre là aussi, même si où il y a aussi l'impact médiatique, finalement Lumet n'est pas si loin que ça en fait, si tu regardes bien en termes d'histoire. Bon, je pense que notre Clint, il connaît bien, il connaît pas que ses Ford, quoi. Je pense qu'il il fait partie aussi de cette génération, justement, de Sidney Lumet. Et ce rapport à la décence dont tu parlais tout à l'heure, justement, je trouve qu'il y a, effectivement, il y a quelque chose alors qui peut-être pour Clint Eastwood, peut sembler un peu mineur, effectivement. Mais on peut imaginer ce que Lumet aurait pu faire d'un film pareil, par exemple. Après, c'est la grande force du film, c'est justement ces scènes d'intérieur où on a l'impression d'être vraiment dans un espèce de home invasion ou de western où en fait on va encercler. Je pense que Clint il a vu son Rio Bravo, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça, c'est les grandes forces parce que la photographie est très très belle, hyper crépusculaire. Et très sombre aussi. Comme rarement j'avais vu dans le clip récent. La mule était assez lumineuse. Oui, voilà. Puis en extérieur. Et là, on est vraiment crépusculaire. Donc ça, c'est très très intéressant. Et toujours l'utilisation des persiennes qui reviennent constamment. Donc voilà, ça. Parce que ça se passe en plein été. Alors, c'est pas du tout l'époque pour Eastwood. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent tout à contre-jour, en fait. Ils utilisent le soleil pour être sûr d'avoir plein de visages dans la lumière ou des jeux sur les persiennes, effectivement. Donc, ils retrouvent de l'obscurité alors qu'on est en plein été, que la lumière devrait déborder. Puis moi, j'aimerais bien quand même noter Kathy Bates, qui joue vraiment super bien. Qui joue la mère de Richard Jewell. Qui a toujours été une super actrice. Kathy Bates, c'est une actrice un peu sous-estimée parce que, justement... physique pas classique. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe autour du personnage principal et du coup les personnages secondaires en fait, qui je trouve la mère, l'avocat. Et ça fonctionne hyper bien. Le trio. Quand elle vient parler en public, moi je trouve que la scène où elle vient parler en public. Tu sens qu'en fait finalement l'entraide, même à un moment la journaliste qui elle aussi finalement se rend compte qu'en fait c'est pas possible, il a pas pu. Appeler, en tout cas il y a une histoire de distance comme quoi finalement on se rend compte qu'elle a fait n'importe quoi. Parce qu'il y a une preuve en fait de son innocence à l'intérieur du film, qui est la distance qu'il aurait dû parcourir entre la cabine téléphonique et le lieu de l'attentat. Et en fait les personnages passent leur temps à faire le truc et c'est là que c'est génial, moi je trouve, c'est que nous on sait la réalité, il y a un truc qui s'appelle le réel dans le film et nous on le connaît le réel et on voit que tout autour c'est une construction. Toute l'enquête du FBI, la médiatisation, tout ça c'est une pure construction intellectuelle.
et le réel s'efface devant la construction intellectuelle. Et à mon avis, là, il y a un commentaire d'Eastwood sur ce qui est pas Internet, mal, sur ce c'est qui est comment aujourd'hui, que ce personnage principal, qui est finalement assez ignorant en fait de ce qui lui arrive. D'ailleurs, il essaye même de collaborer avec les flics contre lui-même, quoi. Ce qui choque d'ailleurs son avocat. Mais comme on voit, c'est vraiment comment ces personnages secondaires jouent un rôle fondamental de noyau dur autour de ce personnage, d'entraide en fait, de solidarité face à ce qui se passe à l'extérieur de la maison, qui est abominable quand Est-ce qu'ils sont beaucoup plus conscients tous les Richard flics, Jewell. j'allais dire, tous les journalistes essayent de capter la moindre chose, le mec qui promène son chien pour le faire chier. Après, en même temps, il déshumanise pas, je trouve, les antagonistes. C'est-à-dire que, alors moi, je trouve que le personnage de la journaliste aurait pu être écrit de manière un composite de plusieurs persos. Aurait pu être écrit de manière un peu plus fine, aux États-Unis, fine, je pense. Mais le journal a porté plus ou moins plainte. Mais par contre, je trouve que le personnage du mec du FBI, dont tu sens bien la pression qu'il y a derrière lui, où le mec il a une hiérarchie qui lui dit il y a un responsable à trouver, maintenant faut le trouver, quoi. Peu importe la vérité, il faut quelqu'un à brandir devant des caméras dans les 2 jours dans les 48 heures du résultat. Il se fait manipuler aussi quand même par la journaliste à un moment donné. Alors ça c'est le truc apparemment qui passe pas trop, c'est l'idée que tu échanges des informations contre des faveurs sexuelles. A priori ça c'est pas si répandu que ça visiblement dans le milieu de la presse. Peut-être, je sais pas. Comme tu disais, la présentation de tous les personnages fait sous-entendre néanmoins qu'il y a quand même un début de relation entre eux, où il y a déjà eu relation entre eux. Donc, Après, pour revenir sur le côté le héros, l'individu contre les institutions américaines qui sont totalement corrompues, notamment moralement. Donc là, il y a bien entendu le FBI. On voit très bien le drapeau américain. Qui est en reflet contre des portes. Enfin voilà, ça c'est Clint montre souvent le drapeau américain selon comment il a envie de montrer l'Amérique. Donc ici, il est toujours en reflet, donc ça c'est très intéressant. Mais il a déjà fait cet état des lieux, on va dire, sur l'institution policière. L'inspecteur Harry finalement ne parle que de ça, même si c'est de Don Siegel, mais bon, bref, passons. Le personnage Pas que, il y a aussi James Fargo, et puis Ted Post, et Clint Eastwood. Mais dis-moi, la légende eastwoodienne travaille un petit peu le milieu policier, mais c'est par rapport au journalisme. En fait, quand on pense que le journaliste américain, en gros, il y a les hommes du président, une espèce de figure tutélaire, les hommes du président, où en fait le journaliste, ou du moins l'institution journalistique, est vu comme ce vrai quatrième pouvoir. Et Clint, en fait, c'est peut-être la première fois où il s'empare du milieu journalistique. Il y a celui d'impitoyable. Il y a celui qui était déjà là pour écrire la légende. Ouais, mais ça, il est dans la logique, c'est dans une pure logique westernienne en fait. Et puis qui est un personnage qui prend conscience finalement à la fin de ce que c'est que le réel, justement, de ce que c'est que la légende. Alors que là, les personnages sont manipulateurs dans la mesure où il faut absolument de la légende tout de suite. Il faut de la légende héroïque et il faut de la légende voilà, justement de l'inverse, quoi, de terrorisme. Revoir la 5e saison de The Wire. Ou même revoir comment il s'appelle ce film de Samuel Fuller. Incident sur Pickup Street. Non. Le port de la drogue. Non. Merde. Mais là on est plus dans le gouffre chimère. Park Pro. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui. Même Fuller qui dézingue les États-Unis a fait son film sur les journalistes et en mode. Même Spielberg, de Post. Oui, et en mode, en gros, il y en a des biens. Mais de toute façon, c'est ça. Les hommes du président, c'est du journalisme d'investigation. Donc c'est pas le même genre de journalisme que le journalisme au jour le jour. Là, c'est du fait divers pur, du fait divers pur qui nécessite de remplir les tuyaux avec du sensationnel parce qu'il faut vendre tout ça, quoi. Et le parallèle qui crée, je trouve, avec l'institution américaine, l'idée que dans le milieu politique américain, il y a aussi l'idée qu'il faut vendre la politique et que vendre l'action politique, ça se fait justement avec des héros, ça se fait avec des traîtres, ça se fait avec des figures tutélaires comme ça qu'on va construire ou qu'on va détruire au gré du truc grâce et avec l'aide des médias. Simon, pour conclure. Juste pour rebondir, tu as évoqué ce terme de décence, c'est pas un mot que j'aurais associé aux valeurs américaines, notamment véhiculées par cinéma, mais je trouve ça assez juste parce que d'un coup ça m'a rappelé qu'il y a un moment de l'histoire américaine qui a reposé sur ce terme-là, c'est la fin du macartisme en fait. Quand, lors des commissions vers la fin du règne de McCarthy, on mis en lumière qui s'acharnait pour rien, il y a cette phrase que je ne vais pas être capable de citer de tête, mais le type lui a répondu « Mais monsieur, vous n'avez pas une once de décence humaine » ou quelque chose comme ça. Et ça a mis fin au type, en fait. Ça l'a remis à sa place. En fait, il faut arrêter les frais, quoi. Un peu de décence, s'il vous plaît. Et donc, ça me semble assez juste par rapport à ce film d'Eastwood.
Donc voilà, on va devoir s'arrêter là. Donc c'était le cas Richard Jewell, le nouveau long métrage de Clint Eastwood. Et comme je l'ai noté dans mes notes, il est trop fort. Donc voilà, vous l'aurez compris, de toute façon c'est un film de Clint Eastwood. C'est évidemment merveilleux. On va passer dans un tout autre style de bonne ambiance. On va aller du côté de l'Espagne franquiste et pour ça, vive la mort. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Skylab et c'était Greta Agatz avec Ekaleg, générique du film de Fernando Arrabal, Viva la Muerte. Et de Viva la Muerte, il va en être question, donc, car c'était la devise des franquistes pendant la guerre d'Espagne et après aussi, car nous allons parler du nouveau long métrage de Alejandro Amenábar, Lettre à Franco, Mientras dure la guerra dans son titre original, qui est beaucoup plus parlant car ça veut dire tant que dure la guerre, et tant que dure la guerre, c'était la clause qui était, on va dire, dans le contrat entre Franco et la junte de Burgos, qui à l'époque régnait plus ou moins sur l'Espagne dans sa guerre contre les républicains, qui stipulait que Franco allait être le maître de l'Espagne tant que la guerre durera. Évidemment, Franco l'a fait biffer de la déclaration, ce qui lui a permis de régner jusqu'en 1975 à sa mort. Et donc Alejandro Amenábar, c'est son 7e long métrage, qui là aussi est based on a true story sur celle de la fin de vie de l'écrivain, du grand écrivain espagnol Miguel de Unamuno, c'est ça, qui donc pendant la guerre d'Espagne en 1936 va s'opposer sur la fin de sa vie aux fascistes franquistes et au général Franco, alors que c'est un écrivain qui au début a pris fait pour la République, puis il a été déçu par la République, donc il a décidé plus ou moins de retourner sa veste et de finalement approuver l'arrivée des franquistes et le potentiel retour de la royauté au pouvoir, mais donc là il va se rendre compte que quand même les franquistes c'est pas super cool, ce qui va nous permettre une fois de plus d'aborder cette superbe thématique survivre ou résister. Alors vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Donc Amenábar avec ce nouveau film, donc son 7e long métrage, son précédent c'était en 2015, c'était Régression, voilà. Donc, je pense, bon petit polar. Ouais. Mais enfin, pas polar, mais ce film là surtout moi m'a fait penser à son long métrage d'avant de 2009 qui s'appelle Agora avec Rachel Weisz et Oscar Isaac, qui je pense est peut-être son plus grand film, qui est vraiment un grand chef-d'œuvre pour le coup, qui est vraiment exemplaire. Et là ça fait un peu aussi penser à ça, sur l'opposition entre la barbarie, la force et la philosophie. Donc autour de cette table, messieurs, vous l'avez vu, des barbares. Mais pas de philosophe. Non, mais pas de philosophe ici. Alors, mon cher monsieur Danielou, Amenábar. C'est un peu frais dans ma tête. Je sais pas par où commencer. Peut-être par une scène qui m'a marqué, qui me semble à peu près refléter le projet de Amenábar. C'est cette scène où les franquistes vont se mettre à chanter devant le drapeau qui vient d'être changé, chanson d'un hymne royal. C'est l'hymne monarchiste. Mais voilà, il y en a un qui sait vaguement les paroles, il chante faux, il y en a un autre qui chante un peu mieux, puis il y en a un autre il se contente de siffler, l'autre. Et puis on a un peu de tout, mais ça fait un ensemble quand même. Ça fait cohésion. Voilà. Et le fait qu'ils prennent le temps de montrer qu'il y a un peu de tout, ça fait partie, je crois, du projet d'Amenábar, de montrer que les choses et les gens sont complexes en fait, et que l'histoire évidemment l'est aussi, qu'on peut être pour tel ou tel camp, pas forcément pour les bonnes raisons, parfois par conséquence, ou comment dire, je sais pas, ça fait penser aux Finlandais qu'on associe souvent au nazisme, alors qu'ils étaient avant tout contre l'Union soviétique, et puis tu te retrouves dans le camp de ceux qui sont déjà contre l'Union soviétique. Et c'est ce genre de complexité de l'histoire que travaille ici Amenábar, et c'est ça qui m'a touché dans la façon d'écrire les personnages, parce que je m'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps avec les franquistes en fait. Je pensais qu'on serait vraiment... Je penserais plus qu'on serait du côté de l'écrivain, alors qu'on passe beaucoup de temps avec Franco, montage alterné assez avec ses aides de camp, avec la junte de Burgos, tout ça, on voit vraiment le mécanisme du franquisme bureaucratique. Et je crois que la réussite là d'Amenábar, c'est de montrer que c'était avant tout des humains avec des contradictions, sans pour autant que ça enlève à la barbarie et l'horreur du fascisme, parce qu'il y a suffisamment de moments où on voit la mécanique infernale se mettre en place, on voit la façon dont ça excite des pulsions basses chez les hommes de main ou autres, et il y a suffisamment de scènes fortes pour qu'on soit choqué de ce qui se met en place à ce moment-là. Mais on voit, je trouve que le portrait de Franco est assez intéressant, même si j'ai pas pu m'empêcher de penser
à cette caricature de Reiser à la mort de Franco avec ce cercueil avec 2 pieds. Franco va mieux, il est allé à pied au cimetière. C'était quand même couverture de Charlie Hebdo à l'époque. Qu'ils avaient repris pour la mort de Reiser lui-même d'ailleurs. Bah voilà, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça, un petit détail. Thibaut. Ouais, le film, l'une des grandes forces du film, c'est son refus du didactisme dans cette montée du régime franquiste, et ce qui est permis du coup par cet angle d'attaque, et ça permet du coup à cette histoire de prendre beaucoup d'ampleur, et ça c'est très très intéressant. Après il y a le petit bémol, donc voilà, ce combat, cet immense montage alterné est la grande force du film, parce qu'en fait ça nous permet de nous tenir en haleine, mais voilà, on ne va pas passer par toutes les étapes des montées, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui se passe assez naturellement. Faut connaître un peu l'histoire de la guerre d'Espagne, quand même. Ouais. Mais voilà, lire hommage à la Catalogne. Voilà, c'est pas une page Wikipédia. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est que voilà, le film reste quand même un film de cinéma avec des émotions palpables. Moi, il y a un gros bémol, notamment au début du film. Il me semble qu'Amenabar s'enferme un petit peu dans sa mise en scène avec ces espèces de balayages et ces prises de vue à 45 degrés qui on retrouve des fois la caméra. Alors je comprends le sens du mouvement dans la caméra, le sens de l'histoire, voilà, tout se met en marche et compagnie, mais j'aurais aimé qu'Amenabar de temps en temps se pose un petit peu. Là, la caméra est toujours en mouvement complètement, et des fois il y a des mouvements, je ne comprenais pas à quoi ils voulaient, quel était l'enjeu du mouvement. Voilà. Un peu gratuit. Voilà, je trouvais ça un petit peu gratuit, notamment dans le premier tiers du film. Après, ça s'estompe un petit peu. Parce qu'on est pris par l'ampleur de l'histoire, on est pris par la magnificence du casting et la reconstitution, de la reconstitution qui est magnifique. Salamanque, c'est magnifique. Donc voilà. Photo, une photo très 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 belle et des personnages féminins très forts. Donc voilà, on est pris par ça, et du coup la mise en scène, on oublie un petit peu les tics. En fait, voilà, Amenabar, les tics de mise en scène, et au début ils sont un petit peu énervants. Et au final, on oublie ça. Alors, moi, j'avoue, c'est vrai que j'avais pas du tout remarqué que j'étais un peu dans le sujet, donc c'est vrai que moi, cette histoire de mouvement perpétuel, j'ai pas du tout remarqué ça au début. En fait, ça m'a pas marqué à ce point-là. Voilà, il y a que ça, putain, au début là, son balayage haut, bas, ouais, droite, là. Moi, c'est vrai que ça m'a pas plus. Mais en fait, moi, je trouve là encore une fois la question intéressante. Moi, je trouve que c'est la question du point de vue. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on prend une figure qui est une figure, alors qui est pas forcément très connue en France, mais qui est un auteur qui est hyper connu en Espagne, c'est un peu, qui était vénéré par Franco et sa femme. Voilà, et puis c'est l'équivalent de Cocteau, ou c'est l'équivalent, enfin voilà, c'est des mecs de cette stature-là, quoi. C'est des grosses figures comme Victor Hugo, quoi. C'est des grosses figures qui à la fois ont fait de la politique et de la littérature et du journalisme, qui sont plusieurs trucs en même temps. Et moi, ce que j'aime bien, c'est comment il filme ce mec qui est hyper intelligent et qui se trompe. Et moi, c'est ça que je trouve, et c'est là où je trouve que le film est à la fois pessimiste et en même temps, je pense qu'il est assez réaliste. C'est qu'il détruit complètement cette illusion que le monde intellectuel est un rempart contre la barbarie. D'une part, parce que le monde intellectuel peut avoir affaire avec la barbarie, puisqu'il y a des éléments d'articles de Unamuno qui sont repris dans les professions de foi de Franco, notamment la question de la défense des racines chrétiennes de l'Espagne. Donc ces choses sont utilisées, des choses qu'il a écrites et qu'il assume sont utilisées. Mais il y a je trouve cette idée que la vitesse du barbare est toujours plus rapide que celle de l'intellectuel, et qu'un con qui marche va toujours plus vite qu'un intellectuel assis, comme dirait Audiard. Voilà. Et à mon avis, c'est complètement le film est complètement l'illustration de ça. C'est-à-dire que et moi j'ai trouvé ça assez touchant justement de filmer ce mec qui se trompe et qui finit par se retrouver dans des situations où c'est vachement cruel. Il y a une scène qui est vachement cruelle, c'est la scène où son pote de gauche se fait arrêter sur une route de campagne par deux espèces de miliciens, deux espèces de brutes, et il va pour protester, quoi, pensant que toute son intelligence et sa culture et sa stature, vous savez pas qui je suis, et en fait en face de lui, il a des mecs qui vont lui mettre un pain sur la gueule, et il a peur. Et je trouve que là, il y a justement, tu parles de mouvement, enfin, tu parles de choix de cadrage, et là, moi, je trouve qu'il y a un cadrage qui est absolument super. Enfin, moi, je trouve en termes d'émotion qui est absolument super, parce que tu vois la bagnole, le mec qui se fait embarquer au loin, la bagnole qui s'en va, la gestion des flous, et lui est de dos, il ose pas regarder ce qui est en train de se passer. Par contre, il est face à nous, et on voit sur son visage, et l'acteur, moi, je trouve ça vachement bien, le mec il a tout compris, simplement il peut pas le dire, parce qu'en fait, s'il le dit, ça veut dire qu'il s'est trompé. S'il dit qu'il s'est trompé, ça veut dire que tout son statut d'intellectuel s'écroule. Et en fait, le mec, il faut vachement de temps dans le film avant qu'il accepte cette idée que son intelligence ne l'a pas protégé de l'erreur. Et qu'il s'est fourvoyé.
Et il le dit d'ailleurs, c'est le premier mot de son discours final. Hein. Il dit voilà, je me suis trompé, mais équivocaux. Et je trouve que c'est vachement touchant de faire un film sur un mec justement qui est pas un héros au sens mythologique du terme, mais qui est un héros parce qu'il a accepté l'idée qu'il s'est trompé et que du coup son intelligence, il avait utilisé toute son intelligence dans le déni. Et quand son intelligence se met à servir pour dire les choses telles qu'elles sont, bah ça donne la scène finale du film. Et là, je trouve que du coup, les mots retrouvent un sens et les mots retrouvent une force. Et ça, je trouve. Et du coup, il y a un petit peu d'optimisme quand même à la fin. Mais ça reste assez noir, moi, je trouve. Simon, j'ai juste une question bassement pragmatique. J'ai pas eu le temps de vérifier. L'acteur qui joue le personnage principal, est-ce qu'il a été vieilli pour le film ou est-ce qu'il est assez âgé ? Non, c'est un vieux. C'est vraiment un vieux. D'accord. Un petit moment où je me demandais s'il était maquillé pour accentuer. Je pense qu'il est un peu maquillé pour accentuer parce qu'il doit avoir une soixantaine d'années. C'est Robert De Niro, ils l'ont DAG. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de belles scènes et quand même la scène du discours final qui est assez connue dans l'histoire espagnole. Et la façon dont il est perturbé par l'auditoire qui est complètement conquis à la cause fasciste est quand même assez forte. Ouais, j'aurais un bémol de mon côté, c'est la musique et j'accentue le fait aussi en évoquant cela parce que Amenábar compose les musiques de ses films et je comprends pas qu'il en ait mis pas autant. À chaque fois. Assez souvent. Disons qu'il signe généralement les musiques de ses films et il en met beaucoup trop dans celui-ci. Les scènes sont suffisamment fortes et il en remet une couche par la musique. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit passé par les États-Unis qu'il soit senti obligé maintenant de souligner un peu plus ce qui se passe. Un autre détail, hein, mais je trouve que c'est un ressort de narration qui est très américain. Et on sent qu'Amenábar a pris cette habitude-là. C'est le type à qui il signe un autographe et qui va lui permettre de rentrer plus tard dans un bâtiment. Oui, rentrer. C'est ça. Et quand on voit le type, nous on sait très bien qui c'est, mais le type dit « Vous m'avez signé un autographe ». C'est la facilité de scénario pour dire au fait, si vous aviez oublié, c'était ce mec-là qu'on a vu il y a 30 minutes. Non, à Hollywood, ils auraient fait un flashback. Pour montrer que. Aujourd'hui, c'est. avec des passages au blanc et tout, c'est vrai. Voilà. C'était des petites choses, mais je trouve que ça atténue quand même, par ailleurs, un film qui a un style assez impressionnant et qui prend quand même au trip à plus d'un moment. Après, le haute bémol, ce sont des petits trucs. Il y a quelques séquences oniriques qui, on va dire ça, je qualifierais d'oniriques là, qui sont un petit peu pas déplacées, mais qui sont peut-être un peu trop explicites. L'idée du mec endormi dans les bras de sa femme. Même à la fin, même s'il y a des trucs dichotomies l'âme. Même s'il y a un moment qui est bien dans cette scène de rêve, c'est qu'à un moment il y a un regard caméra. Et moi j'ai trouvé ça vachement bien. Moi je sais pas pourquoi, mais ce moment, c'est-à-dire comme si la figure onirique nous invitait à réveiller cet homme en fait, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Ça surligne, c'est comme Simon mais pour ça la surligne musique, peut-être un peu. Ça surligne le truc. Et Amenábar n'a pas besoin de ça parce qu'il a son style, il a des choses à raconter, il a des personnages, il a une putain d'histoire. Et par ailleurs, il se démerde très bien. Moi, je trouve que la scène d'ouverture, par exemple, c'est dommage. Elle est vachement bien. Mais je trouve que ça en fait pas un mauvais film du tout. Non, effectivement, moi, je suis plus sur le Amenábar de Thésis, des autres. Moi, je regrette. Je trouve qu'Amenábar, je trouve qu'il est jamais aussi bon que quand il s'attaque au genre, au cinéma de genre. Et Régression, qui est un film qui est peut-être un peu mineur, moi que j'ai trouvé un peu moins bon moi que ces autres films, mais j'ai trouvé que Régression, et il y a ce même discours sur la question du fanatisme, parce que c'est ça qui intéresse Amenábar en fait. Comme dans Agora. Voilà, comme dans Agora, ce qui intéresse, mais quelque part comme les autres, c'est comment la croyance va modifier le réel autour de nous. Et là, pour le coup, la croyance, elle modifie sacrément le réel, quoi. Je veux dire, et le personnage principal est un personnage qui lui a une autre croyance et qui a un rapport au réel qui n'arrive pas à assumer, en fait. Il n'arrive pas à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. En fait, il s'en rend compte, mais il se cache derrière des choses pour pas le voir parce que c'est trop violent, en fait. Et dans Régression, il y avait un peu cette thématique-là aussi, je trouve, du déni comme moyen de protection, mais comme moyen de protection mortifère contre la vérité, quoi. On va devoir s'arrêter là, messieurs, désolé. Donc c'était le nouveau long métrage de Alejandro Amenábar. On conseille quand même. Métrage durée la Oui, regardez, c'est quand même vachement et c'est quand même super bien. On va passer au coup de cœur, docteur. Alors moi, rien à voir, ce sera un album de rap qui vient de sortir, qui s'appelle Rise of the Moon, et qui est fait par un vieux groupe new-yorkais des années 90, qui s'appelle Black Moon, et qui n'avait pas sorti d'album depuis longtemps. Depuis au moins une quinzaine d'années. Simon. Moi, ce sera Roubaix une lumière de Desplechin, couplé avec le documentaire dont il est tiré, Roubaix commissariat central. C'est intéressant de voir les deux côte à côte, parce que c'est vrai qu'au début, il est assez doux en prolo du Schnorr. Ça fait un peu grincer des dents, mais ça reste intéressant. Mais je vais quand même profiter de mon temps pour évoquer autre chose. Je débarque un peu parce que j'avais
j'ai rattrapé les infos là, mais ce sera plus un coup de cœur brisé. C'est le départ de la rédaction complète des cahiers du cinéma. Que je salue, mais qui m'attriste énormément. Enfin, là, c'est une catastrophe ce qui se prépare dans la reprise de cette revue. Je ne sais même pas si elle va pouvoir continuer à exister, mais voilà, je salue leur geste parce que vu les conditions, ils ont eu raison de le faire, mais je trouve ça très attristant. Carla. Moi, ce sera de la musique aussi. C'est un groupe que j'avais vu aux Ateliers du Vent il y a quelques années qui s'appelle Aymat et leur album s'appelle Aymat. Alors, ils chantent c'est des Français, des Parisiens qui jouent sous le label de Teenage Record qui est assez cool. Et ils chantent en allemand, en yaourt un petit peu. Et on va dire que c'est de la pop électronique, un mix de punk avec de l'expérimental. Sachant qu'Aymat, ça veut dire patrie, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, c'est un film. Et c'est super. Une série. Et c'est le mec de cheveux qui chante, qui fait partie c'est un duo. C'est cool. Carrément Floré. Moi, c'est l'exposition consacrée aux frères géniaux qui se déroule jusqu'à la fin du mois de mars, donc au musée de Bretagne, où une plongée photographique en territoire breton, au Maghreb et sur les hippodromes de Chantilly. Voilà, un travail extrêmement inspirant avec des pièces de toute beauté. Gal. Alors moi du coup c'est comme Simon, c'est un regard un peu triste sur la mort des cahiers du cinéma, puisque à mon avis ça se relèvera pas vu les acheteurs. Et sinon en parallèle c'est la superbe soirée des Césars qui était merveilleuse, et du coup le geste d'Annelle Hanel que je salue. Voilà. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Dans un tout autre style, ce sera de la musique aussi. C'est le premier album de Green on Red, Gravity Talks en 1983. Sinon, j'ai revu Man on Fire de Tony Scott et c'était absolument merveilleux. C'est de mieux en mieux à chaque fois. Et pour rester dans le Mexique, c'est un groupe Corridas Tumbadas, composé de Nathanael Gao, Junior H et Dan Sanchez, qui reprennent de la musique traditionnelle mexicaine en mode trap et hip-hop, et c'est vachement bien. Gal, pour finir. Et je rajoute aussi dans mon coup de cœur le discours d'Aïssa Maga que Ouest France a joyeusement évité de parler dans son article. Merci mon cher, on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Todd Haynes et de western. Merci messieurs, merci mademoiselle, prochaine émission, ciao, bonsoir. Salut.